Je remercie le comité éditorial de me permettre l'occasion de vous parler de ces nouvelles recommandations. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Je me suis permis une petite liberté sur le titre, étant donné que les recommandations Gold de 2023 ont probablement plus de nouveautés à discuter. Donc, quelques potentiels liens d'intérêt avec des honoraires perçus via l'institution. Donc, en fait, je vais vous faire un petit peu participer à cette présentation, et notamment à la fin, et je vais vous laisser apporter la cerise sur le gâteau comme conclusion. Donc, est-ce que ces nouvelles recommandations sont une évolution, c'est-à-dire une suite de transformations avec un parcours relativement linéaire et assez lent, ou est-ce que c'est plutôt une révolution, soit un événement assez subite dans le changement de la prise en charge de cette maladie et qui implique notamment une rupture dans l'histoire là, c'était de la France, mais là, on va parler du cas de la BPCO et je reviendrai, je vous donnerai le lien et je vous remercierai de prendre vos natels pour participer au vote et donner votre avis sur la question. Donc, quand on parle d'histoire, il est important de connaître l'histoire. Donc, je vais vous faire avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, un petit historique de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, c'est une maladie qui... Bon, après on peut décider, qui est relativement récente avec en 1958 une première étude sur des morceaux de poumon qui a essayé de définir et de mieux classifier la fameuse bronchite chronique et l'emphysème. On voit pour la première fois apparaître le terme d'emphysème, notamment centrolobulaire. En 1977, Fletcher et ses collaborateurs ont découvert que cette fameuse BPCO était plus en lien avec la notion de troubles ventilatoires obstructifs, notamment à la spirométrie, et moins en lien avec les infections ou avec l'hypersécrétion bronchique, comme on le pensait jusqu'alors. Il a fallu attendre 1997 pour voir la création du réseau ou du groupe GOLD, qui est la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, qui était un groupe de médecins initialement, maintenant il y a d'autres soignants que des médecins, qui étaient intéressés dans les maladies respiratoires et qui pensaient qu'il fallait passer la seconde vitesse de la prise en charge, du traitement, des recommandations, mais aussi de la recherche à propos de cette maladie. Et leur but était aussi d'offrir des moyens de communication et d'enseignement à propos de cette maladie. 4 ans plus tard, est apparu les premières recommandations Gold, nommées 1, 2, 3, 4, qui se basaient uniquement en fait sur la gradation du trouble ventilatoire obstructif avec un grade pré-BPCO 0 qui n'avait pas ce trouble ventilatoire obstructif qu'on découvre avec les fonctions pulmonaires, mais qui avait uniquement des symptômes respiratoires chroniques. 5 ans plus tard, il y a un premier update de cette recommandation avec là, toujours la notion de trouble ventilatoire obstructif. Les traitements évoluent un tout petit peu avec le temps, mais il n'y a pas fondamentalement de changement révolutionnaire. En 2011, là, il y a des changements. On introduit une évaluation multimodale. Les traitements doivent être évalués non seulement sur le degré de sévérité de ce trouble ventilatoire obstructif, mais également sur des symptômes, la dyspnée avec le score MMRC et plutôt la qualité de vie selon le score 4, mais il y a également la notion d'exacerbation de cette maladie qui rentre en compte et qui doivent être adressées par les traitements. Donc on est passé au système Gold ABCD. En 2017, un changement dans l'évaluation des traitements. Les fonctions pulmonaires ne font plus partie de l'algorithme décisionnel pour adapter les traitements. C'est séparé. Ils sont toujours utiles quand on évalue typiquement une réduction de volume, quand on veut suivre l'évolution de la maladie du patient. Là, les traitements sont uniquement dictés par les symptômes du patient et par le fait que le patient fasse des exacerbations plus ou moins sévères ou pas. Donc, il y a également l'apparition d'un nouvel algorithme qui permet une certaine flexibilité et une adaptation des traitements bronchodilatateurs notamment. En 2011 et 2017, on voit aussi apparaître les premières recommandations en ce qui concerne les traitements non pharmacologiques et vous allez voir que progressivement, il y a ces traitements qui deviennent de plus importants dans la prise en charge des patients avec une BPCO. Donc maintenant, qu'en est-il en 2023, 2024 2024, c'est surtout un faible update, c'est surtout, on assoit en fait les recommandations 2023 et on est passé, comme vous le savez certainement déjà, au Gold ABE.
Donc là, j'ai listé les recommandations, les modifications clés en fait, de ces recommandations 2023 et 2024. Et vous pouvez voir qu'il y a eu un nombre important de nouvelles références qui ont été incluses dans ces recommandations, la création de nombreux tableaux nouveaux qui nous permettent de synthétiser ces recommandations. Je vais en parler uniquement d'un certain nombre, par manque de temps déjà, mais aussi je pense que c'est les éléments clés les plus importants pour la pratique, notamment en cabinet. Donc, première révolution, c'est un changement de la définition. Gold a voulu mettre en avant le fait que la BPCO est une maladie hétérogène, avec des manifestations hétérogènes, avec des anomalies, notamment des voies aériennes et alvéolaires, qui peuvent être également hétérogènes. Il y a aussi la volonté de mettre en avant le fait que c'est une maladie qui est non seulement stable, mais qui est aussi un élément de progression au cours du temps. Gold redéfinit également les étiologies de la BPCO. Pendant très longtemps, on a jugé la BPCO quasi exclusivement liée au tabagisme, donc avec une importance personnelle et puis de consommation importante, mais il faut savoir que les études ont démontré, comme je l'ai notamment marqué ici, qu'il y a uniquement 50% des grands fumeurs qui développent une BPCO, et si on prend certains pays, typiquement d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, la BPCO est principalement causée par l'exposition à la biomasse. Et ces nouvelles étiologies peuvent être résumées par l'acronyme GTE, avec non seulement un impact génétique, ce n'est pas non seulement le déficit en alpha-antitrypsine causé par une mutation sur le gène SERPINA1, mais il y a probablement plein de petites mutations qui ont un impact individuel relativement faible, mais qui potentiellement expliquent pourquoi la prévalence de la BPCO dans la population générale est relativement équilibrée entre les hommes et les femmes, et aussi possiblement pourquoi les femmes, malgré une exposition moindre, notamment au tabac, ont des symptômes, notamment de dyspnée, de toux, d'expectoration, qui sont, selon les études populationnelles, plus importants que les hommes. La notion de temps est également mise en avant avec la notion de croissance du poumon, d'atteinte d'une capacité maximale vers 20-25 ans, avec l'évolution scanographique. Il y a notamment ce terme de dysynapsis qui intervient, qui est en fait un mismatch entre la croissance des bronches et la croissance globale du poumon qui peut occasionner des symptômes. L'environnement est également mis en avant avec notamment les infections, que ce soit les infections dans l'enfance, que ce soit la tuberculose en fait maintenant qui est inclus dans la BPCO, mais également la pollution, qu'elle soit atmosphérique ou qu'elle soit d'intérieur. Le diagnostic, il n'y a pas de grand changement en ce qui concerne, il y a toujours besoin, et ça Gold tient à cet élément, à la réalisation de fonctions pulmonaires avec un volume expiratoire maximal de 1 seconde rapporté à la capacité vitale forcée qui doit être inférieure à 0,7. Ces spirométries doivent être réalisées par des professionnels de santé formés. Les recommandations Gold sont contre un screening à large échelle, mais favorisent en fait la recherche de cas actifs, notamment chez des patients qui ont des symptômes ou des facteurs de risque, comme par exemple un tabagisme à plus de 20 UPA, des infections à répétition ou une prématurité. On revient dans ce contexte de croissance du poumon qui peut être insuffisante, notamment par exemple, il s'est évoqué le tabagisme de la femme enceinte. La pratique en cabinet n'offre pas toujours l'accès en fait, à des spiromètres, et la Gold donne son avis sur la question. La spirométrie peut être, notamment la spirométrie portable en fait, peut être utilisée pour exclure le diagnostic, mais celui-ci doit être confirmé par une spirométrie effectuée dans des laboratoires de physiologie respiratoire. Il y a également une avancée en ce qui concerne la définition de cette pré-BPCO. Vous vous souvenez qu'elle était apparue dans les recommandations de 2001, puis ensuite avait disparu. Elles ne font pas partie de l'algorithme décisionnel du traitement. J'avais fait un flash qui montrait que les patients qui n'ont pas de troubles ventilateurs obstructifs ne bénéficient pas notamment des traitements bronchodilatateurs. Mais en fait, le but de ces définitions sont pour avoir une prévention plus active concernant ces patients, notamment des patients qui ont pas de troubles ventilateurs obstructifs, mais des symptômes ou des anomalies aux fonctions pulmonaires telles qu'une baisse de la DLCO, un déclin, on a de nouveau la notion du temps du volume expiratoire maximal en 1 seconde au cours du temps, ou des anomalies structurelles.
Il y a une de ces pré-BPCO qui est nommée PRISM, qui est bien connue notamment des hématologues et des patients qui s'occupent de tels patients, qui est une baisse isolée du VEMS. GOLD donne aussi plus d'informations quant à l'utilisation du scanner. Vous savez qu'il y a ces nouvelles recommandations sur le dépistage du cancer du poumon, donc on va avoir de plus en plus de patients ou de personnes qui auront des scanners. Donc ça, c'est une indication que GOLD retient quant à la réalisation d'un scanner chez un patient avec une BPCO. Il a deux autres indications qui sont proposées pour la réalisation d'un scanner, qui sont notamment quand on se pose la question du diagnostic différentiel de la BPCO et également quand on se pose la question chez des patients qui ont une BPCO avancée de la réduction de volume. Il y a aussi pas mal d'avancées dans les recommandations GOLD sur cette question, mais je ne vais pas rentrer en détail. Je pense que ça fait partie d'une prise en charge de centres spécialisés. Il faut savoir que l'emphysème est en lien avec un déclin plus important de la BPCO et à peu près 30% des patients avec une BPCO ont des bronchiectasies, qui posent la question de l'antibiothérapie quand ils font des infections. Est-ce qu'on est plutôt dans une maladie qu'on traite classiquement ou est-ce qu'on suit les recommandations concernant les bronchiectasies en tant que maladie? On peut également évaluer toutes les comorbidités, enfin toutes non, mais une grande partie des comorbidités associées avec la BPCO, comme typiquement on peut le voir là chez ce patient, les calcifications coronariennes, la dilatation du tronc pulmonaire. On voit que ce patient il a plus de masse musculaire et puis on peut également évaluer la densité osseuse du patient sur les scanners. Donc, la grande révolution de ces recommandations GOLD 2023-2024, c'est dans le traitement des nouveaux diagnostics avec le groupe A qui correspond à des patients avec peu de symptômes et pas d'exacerbation. Chez ces patients, il faut leur proposer un traitement bronchodilatateur de préférence à longue durée d'action, mais il faut surtout en fait réévaluer s'il y a une utilité à continuer ce traitement. Il faut savoir que ce groupe A est probablement, et les études nous le démontrent, uniquement une faible proportion des patients avec une BPCO. Le groupe B, qui correspond à des patients qui ont des symptômes, donc on a un petit peu plus d'intérêt à les traiter. Et là, les recommandations GOLD proposent une bithérapie d'emblée. Pourquoi? C'est parce que en fait, des études ont démontré un effet bénéfique, notamment sur la dyspnée, aussi un petit peu sur les exacerbations. C'est un score composite en fait là qui a été évalué de qualité de vie, de baisse du déclin fonctionnel, de dyspnée. Et donc la bithérapie a un profil d'effet bénéfique plus important pour des effets indésirables quasi similaires à une monothérapie. Et on est bien sûr chez des patients qui n'ont pas ou peu d'exacerbations sur les 12 derniers mois. Maintenant, en ce qui concerne le groupe E, et là c'est vraiment le grand changement dans la prise en charge des patients au diagnostic de la BPCO, le groupe E comme exacerbation, un des outcomes et des treatable traits qu'on veut adresser, c'est l'exacerbation. Une bithérapie est imposée en fait chez ces patients-là parce qu'elle réduit plus les exacerbations que la monothérapie ou la bithérapie. Il faut savoir qu'il y a une considération des éosinophiles sanguins qui doit être prise en compte, avec notamment un taux d'éosinophiles supérieur à 300 par microlitre. Donc là, on voit une des études qui a poussé à ces recommandations. On voit clairement qu'en bleu, qui est la tripthérapie comparée à deux types de bithérapie, qui est les LABA-LAMA et les LABA-ICS, avec une diminution plus importante des exacerbations au cours du temps. GOLD, je dirais, sonne le glas en fait du fameux sérétide qu'on a tous prescrit, qui est le LABA-ICS, parce qu'il a été démontré comme ayant un effet insuffisant sur la charge des symptômes, avec un score composite, sur la dyspnée et sur les exacerbations, alors qu'on a des triples thérapies qui, vous voyez là, comparées à les deux bithérapies classiques, ont une diminution plus importante des exacerbations. Ça, c'est les deux études principales sur le sujet, mais aussi une diminution de la mortalité, comme on peut le voir là. Donc, j'ai mis en évidence les triples thérapies dans ces deux études, et on voit que l'incidence d'événements la mortalité est diminuée, c'est une mortalité toutes causes confondues, et c'est le cas dans les deux études, avec notamment dans celle-là une réduction du risque relatif assez significative.
Donc maintenant, on sait ce qu'on doit donner au patient. Maintenant, on a le patient en face de nous en consultation. Comment est-ce qu'on va choisir parmi la palette de bronchodilatateurs qui existe, lequel on va lui prescrire? Ça, c'est des recommandations anglaises que je vous encourage à aller regarder. J'ai mis les liens là en dessous. Et puis ça, c'est une petite vidéo qui est relativement bien faite pour nous aider dans la décision. Il faut d'abord évaluer si le patient arrive à faire une ou l'autre des techniques. Donc, pour les poudres, c'est plutôt une inspiration relativement lente et constante. Pour les aérosols, ça va être une inspiration relativement rapide et profonde. Ensuite, si le patient il arrive à faire les deux techniques de manière correcte, il faudra évaluer les préférences du patient et notamment, je vous encourage à prescrire le même type d'inhalateur, que ce soit des poudres ou des aérosols que le patient a peut-être déjà eu. Ensuite, il faut que le patient il ait un traitement, d'avoir plusieurs traitements, c'est confusiogène. Il ne faut surtout pas utiliser des poudres et des aérosols parce que là, le patient ne va pas réussir à prendre correctement ses traitements. Ça améliore les outcomes cliniques, que ce soit la dyspnée ou la qualité de vie, et ça va diminuer l'utilisation des ressources médicales, notamment les consultations aux urgences ou en cabinet. Une fois qu'on a prescrit le traitement, le travail n'est pas fini. À chaque fois qu'on revoit le patient, il faut réévaluer les symptômes, savoir s'ils sont contrôlés. Il faut également savoir si le patient va avoir tendance à faire des exacerbations dans les mois qui suivent. Il faut bien sûr évaluer la technique d'inhalation et l'adhérence à ce traitement avant de se poser la question notamment si la dyspnée que présente le patient elle n'est pas due à d'autres éléments. Et puis ensuite, il faut se poser, est-ce que le patient que j'ai en face de moi, il a le bon traitement quand je le vois en consultation. Donc, peut-être en théorie, ça peut paraître facile d'évaluer si le patient effectue bien son traitement, mais on peut voir dans cette étude qui est relativement large, on peut questionner est-ce que des questionnaires c'est suffisant, mais voilà, qu'à peu près 2/3 des patients en moyenne font des erreurs d'utilisation. Si on combine cela avec les oublis, il y a plus de la moitié des doses qui n'ont pas l'effet escompté. Puis l'autre élément, c'est qu'il manque du teaching, notamment en ce qui concerne tous les soignants, parce que c'est le rôle non seulement des médecins, mais également des autres soignants, de vérifier si la technique et si le patient a bien compris. Et dernier élément qui a toute son importance, il ne suffit pas de démontrer au patient, il faut également le voir faire. On a toujours des surprises, même chez des patients qui ont été suivis depuis plus de 5 ans chez les pneumologues. Donc, vous avez vu, les corticostéroïdes inhalés ont une place prépondérante en fait maintenant dans la prise en charge de la BPCO. Cet algorithme a pour bénéfice de permettre une meilleure personnalisation en pouvant passer des LABA à l'AMA ou à la triple thérapie. Il faut savoir que cet algorithme n'est pas concerné par le ABE parce que le ABE c'est au début du diagnostic. Et quand on a le patient, il faut sans arrêt réévaluer. Est-ce qu'il est contrôlé sous LABA-LAMA? Si oui, non, on va plus ou moins majorer en fait avec une triple thérapie. Et les éosinophiles ne doivent pas être des contraintes dans ce changement des traitements, mais doivent plutôt être une aide à la décision. Il faut savoir que, et je pense que l'élément qu'on veut vraiment adresser, c'est si le patient fait des exacerbations, parce que ça a des conséquences sur la vie du patient, mais également sur le système de santé. Une partie qui est beaucoup plus mise en avant dans ces nouvelles recommandations, c'est les traitements non pharmacologiques. Je ne vais pas tous les détailler, mais il est important que le patient connaisse sa maladie, sache la gérer sans forcément avoir besoin d'appui du système de santé. Le tabac est de nouveau mis en avant avec la notion d'intervention brève, les traitements pharmacologiques et la vape. Là, je vous ai sorti la Cochrane qui assoit l'efficience de la vape dans l'arrêt du tabac et qui est parue au début du mois. Il faut également considérer la population, comme je l'ai mentionné au préalable, et Gold s'adapte aux nouvelles technologies en recommandant des interventions basées sur notamment les smartwatches pour favoriser l'activité physique. Il y a également tout un paragraphe sur la téléréadaptation. Vous savez tous que la réadaptation est une des pierres angulaires du traitement de la BPCO, mais que l'offre en centre est probablement insuffisante, y compris en Suisse. Le Covid a vu l'essor de la réadaptation, mais là, il y a même des études en fait, qui ont été développées auparavant, qui ont montré que la téléréadaptation est similaire à la réadaptation en centre quand elle comprend toutes les composantes, que ce soit le réentraînement physique, mais également tout ce qui est éducation du patient et autogestion. Il faut
au même titre qu'on réévalue les traitements bronchodilatateurs, réévaluer les traitements non pharmacologiques. L'auto-éducation a une place très très importante dans ces traitements-là, via notamment un plan d'action, c'est-à-dire tout simplement discuter avec le patient, qu'est-ce qu'il fait quand il tousse, il crache, qu'est-ce qu'il fait quand il a plus de peine à respirer ou quand il a d'autres événements. Et pour ça, ça peut être soit être fait dans une consultation classique ou lors d'une réadaptation respiratoire. Quand on parle de maladies pulmonaires chroniques sans traitement curatif, il faut bien sûr s'intéresser aux soins de support et aux soins palliatifs. Et là, il y a une grande avancée dans les recommandations GOLD. Ces soins permettent d'améliorer la qualité de vie du patient en adressant notamment la dyspnée via des opiacés, mais tout simplement un ventilateur donné au patient ou vendu au patient qu'il puisse utiliser quand il a une gêne respiratoire est souvent tout autant efficace que des opiacés. C'est appuyé par des recommandations qui sont parues l'année passée dans le journal européen de pneumologie qu'on a résumé dans une revue. Un autre élément qui est important, et la docteure Eberhardt a déjà abordé le sujet du RSV dans un colloque courant janvier. Il y a toujours des recommandations en ce qui concerne l'influenza, le Covid, mais c'est mis en avant la vaccination contre le zona chez les patients avec une BPCO de plus de 50 ans, la coqueluche si les patients n'ont pas été vaccinés à l'adolescence. Il y a bien sûr toujours les recommandations contre le pneumocoque qui divergent, il est vrai, un petit peu des recommandations suisses. À savoir que la vaccination contre le RSV n'est pas encore disponible en Suisse. Quelque chose qui est relativement nouveau, et puis on peut dire également que c'est une petite révolution, les traitements doivent non seulement diminuer la dyspnée et les exacerbations, mais ils doivent maintenant également diminuer la mortalité. On l'a déjà vu avec les traitements bronchodilatateurs, qu'il y avait des études qui appuyaient cet élément-là, mais l'arrêt du tabac a également été démontré dans ce suivi de plus de 14 ans, une efficacité sur la mortalité, au même titre que la réadaptation respiratoire, que l'oxygène, je ne reviens pas sur l'étude NOT qui date des années 80, la ventilation non invasive et la réduction de volume. Je n'ai pas mis, bien sûr, la transplantation pulmonaire qu'il faut considérer chez les patients sévères. Dernière révolution, c'est une nouvelle définition de l'exacerbation de la BPCO. Avant, on avait uniquement des symptômes évalués de manière plus ou moins forte, qui étaient la dyspnée, la toux, les expectorations qui devaient être péjorées et qui devaient résulter en l'introduction de nouveaux traitements. La gradation de l'exacerbation de la BPCO était aussi relativement légère, étant donné qu'elle se basait essentiellement sur l'utilisation des soins de santé. La proposition de Rome est un petit peu plus consistante et rigoureuse, étant donné qu'elle met un timeline de 14 jours et implique la présence d'une inflammation systémique ou locale et met en évidence le fait que les agressions pouvant contribuer à une exacerbation de la BPCO sont nombreuses, que ce soit les infections bactériennes ou virales, mais également la pollution atmosphérique, la mauvaise adhérence et les comorbidités. Les comorbidités, il est important de bien les suivre et de bien les diagnostiquer. Quand un patient vient pour une exacerbation de BPCO, il faut penser à tout le diagnostic différentiel. Il y en a notamment une étude qui a montré que chez des patients hospitalisés pour une exacerbation d'une BPCO, 5,9% avaient en fait une embolie pulmonaire. La gradation de la sévérité de l'exacerbation de la BPCO est également un petit peu plus détaillée dans ces recommandations et se base, et là c'est plutôt bien pour la pratique en cabinet, sur des éléments simples comme l'échelle visuelle analogique, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la saturation, plus ou moins la CRP pour évaluer l'inflammation systémique. Pourquoi il est important d'adresser les exacerbations de la BPCO? Je pense que tout le monde dans la salle est d'accord pour dire qu'un infarctus du myocarde, c'est un événement majeur dans la santé d'un patient. Cette étude démontre qu'une exacerbation de BPCO, ou peut-être devrait-on dire une lung attack, est tout aussi néfaste pour le patient, étant donné qu'il y a une augmentation du risque de mortalité, toutes causes confondues, importante, et même de mortalité cardiovasculaire post-exacerbation de BPCO. Donc, en résumé, puis après je vais vous donner la parole pour finir cette présentation, il y a une volonté de simplification du traitement en passant de l'algorithme ABCD à l'algorithme ABE, également une volonté de personnalisation et d'adaptation notamment des traitements bronchodilatateurs, des pistes pour l'amélioration de la prise en charge non seulement avant que la maladie soit présente et quasi fixée,
des recommandations concernant les scanners et les vaccins, mais aussi des recommandations en ce qui concerne la prise en charge non pharmacologique. La mortalité doit maintenant faire partie des outcomes qu'on veut évaluer et on espère qu'avec la nouvelle définition de l'exacerbation de la BPCO, la prise en charge qui n'a pas été modifiée dans les dernières recommandations pourra évoluer. Donc je vous laisse scanner ou vous connecter si vous avez déjà l'application pour vous prononcer si vous pensez que ces nouvelles recommandations sont une évolution ou une révolution. Je vous laisse un petit moment. Très bien. Et sur ce, je vous remercie. Je vois que j'ai essayé de placer plein de fois durant ma présentation